Comment? On a un seul en plus. Non, oui, bah, ça va venir. Oui, oui, non mais c'est juste que vous sachiez. On est bon, quoi. On est bon. Mais à l'instant. Bien, mesdames et messieurs, je vous demande de prendre place. Il est l'or. Il est 20 heures. Non, cette année, on n'a pas beaucoup d'or. Ouais. Bon. Allez, veuillez prendre place et cessez vos conversations si vous voulez bien. Voilà. Je vous remercie. J'ouvre la séance. Sont excusés Claude Valentin, qui est représenté par sa suppléante, Elisabeth Nicolazo Crac, ou Crash, je ne sais pas comment ça se prononce. Stanislas Marowski, qui a donné pouvoir à Dominique Strebli. Nathalie Colin-Osterlé, qui m'a donné sa procuration. Philippe Manzano à Patrick Thiel. Mamar Mehalil à Bernard Staude. Jérémy Roch à Denis Marchetti. Anifa Germiti à Daniel Bory. Pierre Fachot à Thierry Horry. Guy Rice à Ferit Buran. Laurence Mollet-Tervert à Caroline Audouy. Yaouna Belkala à Irfan Chouika. Chantillot à Éric Fison. Amandine Lavoisier-Merlet à Béatrice Agamemnon. Jean Combel est excusé. Patricia Arnold sera en retard et en attendant donne pouvoir à Gertrude Gokal-Diop. Anne Dossan donne pouvoir à Julien Husson. Patrick Thiel, qui arrivera en retard, donne pouvoir à Dohan Tran. Sébastien Marx donne pouvoir à Pauline Schlosser. Claire Ancel est excusée. Nicolas Taucher donne pouvoir à Charlotte Picard. Hervé Niel à Jean-Marie Nicolas. Anne Frisch-Renard à Nathalie Sportmayer. Et Henri Malassé sera en retard. S'il vous plaît, je vous redemande d'interrompre vos conversations. Nous sommes en séance. Merci. Alors, je vous propose de nommer comme secrétaire de séance notre directeur général des services, Pascal Gauthier. Le premier point consiste en l'installation d'une nouvelle conseillère municipale titulaire de la ville de Metz. Il y a le PV. Je vous propose d'arrêter le PV du Conseil métropolitain du 16 décembre 2024 pour lequel nous n'avons pas eu de demande de correction. Il n'y en a pas. On considère donc qu'il est adopté. Donc je vous disais que suite à la démission de Madame Françoise Grolet, il convenait d'installer sa remplaçante au Conseil métropolitain, qui est le candidat du même sexe sur la liste des candidats au siège de conseiller métropolitain, liste du conseiller qui est amené à être remplacé. Et donc il s'agit de Marie-Claude Voinson, voilà, à qui je souhaite la bienvenue dans cette assemblée. Et il n'y a pas de vote. Alors, il s'agit aussi de procéder à la désignation dans divers organismes. Je vous demande si vous êtes d'accord de procéder à main levée. Oui, il n'y a pas une seule demande de vote à bulletin secret, donc nous votons à main levée. Et donc nous vous proposons de modifier la liste des commissions d'études thématiques en procédant aux désignations suivantes. Monsieur Mamar Mehalil à la commission mobilité, infrastructure, voirie et à celle du logement, et Madame Marie-Claude Voinson à la commission ressources et stratégie, à la commission enseignement supérieur, recherche et innovation. Il s'agit donc, point numéro 3, de désigner encore des représentants dans divers organismes. Je vous redemande... Pardon? Il faut voter le point précédent. On a voté, non? Non, on n'a pas voté. Donc, qui vote contre, pardon, qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. Et on passe au 3. Merci. Alors, même demande de procéder à vote à main levée. Qui vote contre, qui s'abstient, OK. Et maintenant, les désignations. Désignation des représentants d'Eurométropole à TCR Milida, qui a changé ses statuts. C'est pour ça que nous devons reprocéder aux nominations. Voilà. Et donc, nous proposons de désigner Philippe Manzano, Claude Valentin et Bernard Staude. Voilà.
Qui vote? Bon, nous proposons de nommer à la commission d'indemnisation amiable des entreprises Madame Dossan-Weissmann. Et ensuite, point. C'est bon? C'est tout. OK. Qui vote pour? Non, c'est adopté. Personne ne s'abstient ni ne vote contre. Eh bien, nous passons maintenant au point numéro 4. Le budget primitif 2025, inscription et échéancier des autorisations de programme, fixation des taux de TOM de fiscalité directe et du produit de la GEMAPI, règlement interbudgétaire et financier. La parole est à Monsieur Thierry Houry. Alors, les micros sont ouverts. Oui. Alors, je ne dirai pas aussi vite que le président. Je suis désolé pour la présentation. Alors, donc, nous avons au point 1 plusieurs motions. Je voudrais juste les lire avant de présenter le budget. D'abord, il y a le budget primitif 2025 avec à la fois le budget principal, le budget annexe archéologie préventive, le budget annexe déchetterie, le budget annexe transport public, le budget annexe zone en régie. Et la motion 1 proposera de les adopter. La motion 2 vous proposera d'adopter les autorisations de programme et crédits de paiement ainsi que les autorisations d'engagement et crédits de paiement, inscription et échéancier. La motion 3 vous proposera de fixer le taux de la TOM pour l'année 2025 qui sera de 9,25, c'est-à-dire le même que l'année précédente. La motion 4 vous proposera la fixation des taux de fiscalité pour l'année 2025 qui sont les mêmes que l'année précédente, avec une confirmation, c'est le coefficient multiplicateur de la TASCOM qui doit être à 1,15. La motion 5 vous demandera de fixer le produit attendu de la taxe GEMAPI qui devrait, de ce que nous attendons, être à 1 151 000 € pour l'année 2025. Et la motion 6, c'est le règlement budgétaire et financier. Ce sont des ajustements puisqu'il n'a pas été grandement modifié. Voilà les six motions pour le point. Permettez-moi donc forcément de vous parler du budget 2025. Alors d'abord, le cadre général. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que le budget primitif 2025 s'inscrit dans un cadre qui a été présenté lors du débat d'orientation budgétaire, à savoir un contexte très incertain, marqué par l'instabilité politique nationale et l'absence de loi de finances pour 2025 qui en découle. On le sait, c'est d'actualité, on en saura plus mercredi. À la suite de la censure du gouvernement Barnier et de l'absence de loi de finances adoptée, le budget n'intègre pas toutes les mesures annoncées initialement, donc sur le budget du précédent gouvernement. L'objectif qui sous-tend le budget 2025, c'est de préserver la situation financière de la métropole sans recourir à des augmentations fiscales, tout en prenant en compte les deux éléments suivants. D'abord, que vous l'ayez bien en tête, le ralentissement fort de notre recette basée sur la TVA. Ça démontre d'ailleurs la forte dépendance des recettes de la métropole à la conjoncture économique. L'augmentation de 3 points des taux de cotisation de la CNRACL, on en a largement parlé par ailleurs. Et pour ce faire, la construction du budget a été réalisée en optimisant le fonctionnement de l'institution, en maîtrisant les dépenses et en préservant la qualité de service à la population. Et donc, on peut dire que ce budget, en investissement, les dépenses s'inscrivent dans le plan pluriannuel d'investissement qui a été adopté en décembre 2021. Et au regard du pic de dépenses que nous accusons pour les investissements en 2025, l'inscription d'un emprunt d'équilibre de 52 millions d'euros sera nécessaire. Cet important recours à l'emprunt est permis grâce à l'endettement faible du budget principal de l'Eurométropole de Metz, qui est à ce jour un peu moins de 71 millions d'euros. Alors,
avant de vous donner quelques explications détaillées, je vous propose d'aborder bien sûr le budget principal et d'en voir les grands équilibres et les chiffres clés. Voilà. Donc d'abord, en ce qui concerne, vous l'avez sur la diapositive, le budget primitif 2025 du budget principal de l'Eurométropole s'élève à 340 millions d'euros, en hausse de 13,52% par rapport au budget primitif 2024. Alors, l'augmentation ou la progression est surtout portée par les dépenses d'investissement qui sont en hausse de plus de 44% et s'élèvent à 132 millions d'euros. L'autofinancement, ou si vous voulez l'épargne brute, qui se définit comme la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement, s'élève à un peu plus de 19 500 000 euros. C'est en baisse par rapport à 2024 et c'est en lien avec les ressources fiscales à tonnes. On en a parlé, notamment j'en ai parlé dans mes propos liminaires. Les autres sources de financement sont bien sûr les recettes propres en investissement et l'emprunt que nous vous proposons de souscrire pour boucler le budget. Alors je souhaite donc aborder un peu plus dans le détail le contenu du budget et on commence par les recettes réelles de fonctionnement. Alors concernant les recettes réelles de fonctionnement, comme vous pouvez le constater, elles n'augmentent que très légèrement, 0,5% entre 2024 et 2025, soit un peu plus de 4 millions d'euros pour atteindre un montant global de 204 millions. Alors ce ralentissement de l'augmentation des recettes de fonctionnement s'explique en grande partie par la dépendance des recettes de la métropole à la conjoncture économique, alors j'insiste fortement, et à la proportion importante des recettes liées à la fraction de TVA que nous escomptons chaque année. D'ailleurs, vous avez pu le constater en fin d'année 2024, le fort ralentissement économique nous a contraints à annuler 2 millions d'euros sur la prévision de recettes complémentaires que nous avions mis au budget supplémentaire. Preuve que nous sommes vraiment à la merci de l'actualité ou de l'activité économique, au contraire d'autres collectivités. Alors, en raison de l'incertitude de l'environnement politique, de la très faible croissance économique attendue et en vertu du principe de prudence, il vous est proposé de reconduire au budget primitif 2025 les sommes perçues au titre 2024, à savoir un peu moins de 60 millions d'euros. Et puis, bien sûr, concernant la fiscalité des ménages, l'évolution donc envisagée résulte plutôt de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, donc plus 1,68%, soit en nette baisse par rapport aux précédentes années. Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, nous ne proposons pas d'augmentation des taux de fiscalité cette année, encore une fois. À noter donc effectivement que ces taux seront c'est une des 6 motions après la présentation du budget, ces taux ne sont pas modifiés par rapport à 2024. Après les recettes de fonctionnement, je vous propose de passer aux dépenses réelles de fonctionnement. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, elles sont en hausse de 3,74% par rapport à 2024, mais cela masque effectivement des mouvements importants suivant les lignes par ailleurs. Et je prends l'exemple du développement important de politiques publiques qui vont vers les citoyens, comme la mise en œuvre de la police métropolitaine, l'extension de l'expérimentation de la collecte de biodéchets, le soutien aux grands événements culturels, etc., qui sont des dépenses forcément qui augmentent compte tenu de ces mises en place. Là, il y a également l'impact de l'inflation qui, même si elle ralentit, va encore toucher un certain nombre de postes et notamment nos cotisations obligatoires, notamment notre contribution au SDIS. Et puis des effets importants se font également sentir notamment sur la masse salariale, puisque je vous en ai parlé également dans mes propos liminaires. Il y a l'impact de la hausse de la cotisation, la CNRACL, 3 points de plus, c'est plus 900 000 euros qui nous sont ponctionnés. Et donc, il faut savoir aussi que les charges financières augmenteront du fait du nouvel emprunt que nous avions contracté fin 2024.
Voilà pour le budget principal et les dépenses et recettes de fonctionnement. Permettez-moi de vous parler maintenant de l'investissement, toujours dans le budget principal. Eh bien là, vous voyez que autant en fonctionnement, nous serrons les boulons, autant en investissement, eh bien, nous prenons j'allais dire, l'essentiel de nos activités, notamment avec la réalisation pleine et entière du plan pluriannuel d'investissement. Et en investissement, les dépenses réelles s'élèvent à 119 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 35 millions d'euros, soit plus 42,41%. Et ce sont d'ailleurs justement des dépenses liées au programme, au PPI, adopté en décembre 2021, puisque ces programmes-là augmentent de près de 50%. On est vraiment dans le rythme particulièrement fort par ailleurs. Alors, ce que je vous propose, c'est plutôt de rentrer dans le détail, alors dans le détail, pas exhaustif bien évidemment, sinon on en aurait pour toute la soirée, mais de balayer les différentes politiques publiques portées par la métropole avec les éléments les plus importants de 2025. Il y en a un que vous connaissez particulièrement, c'est dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie des habitants. C'est d'abord effectivement avec la création de la police métropolitaine, donc au 1er janvier 2025, mais qui a été précédée auparavant par la mise en place du centre de supervision urbain métropolitain. Il a été inauguré en novembre 2023 et donc il prend toute sa plénitude en 2024 et continue en 2025. Et une autre action importante dans les actions en faveur de la qualité de vie, c'est le projet de piscine métropolitaine, chère Nathalie, qui lui va occuper près de 10 millions de crédits en 2025. Nous avons des actions en faveur de la décarbonation des mobilités. Donc vous savez que depuis plusieurs années, la métropole agit et a une stratégie de transition écologique qui est affirmée, notamment dans le cadre de son plan climat-air-énergie, qui a été adopté le 18 décembre dernier, qui se traduit par différents projets dédiés à la politique de mobilité et de décarbonation. Alors il y a par exemple le soutien apporté par la métropole à l'ALEC, qui sera bien évidemment poursuivi. Il y a le fonds Air-Bois qui sera opérationnel en 2025 et qui mobilisera près de 400 000 euros sur ce projet. Et puis bien sûr, conformément au plan pluriannuel d'investissement, la 3e ligne Métis sera lancée, je peux vous dire qu'elle est lancée, et que l'extension de la ligne A vers l'hôpital Schumann sera mise en service au second semestre 2025. Il y a également, entre autres interventions, le lancement de la passerelle Vadrino, mais également la conversion de la flotte de véhicules de collecte et des autres véhicules d'ailleurs de la métropole pour qu'ils soient plus propres, et donc ces achats, notamment de véhicules électriques, se poursuivra pas seulement en 2025. Nous avons également des actions en faveur de la préservation des espaces naturels et de la végétalisation. Alors il y a les deux espaces naturels totems de la métropole, le Mont-Saint-Quentin et les étangs de Saint-Rémy. D'abord sur le Mont-Saint-Quentin, il est prévu de créer un espace pédagogique de sensibilisation à l'écologie pour les publics scolaires et le grand public. Pour les étangs de Saint-Rémy, le syndicat mixte qui a été créé au 1er janvier permettra d'avancer effectivement dans le projet de requalification de ces derniers. Et les dépenses aussi, on doit rajouter quand même ceci, parce que ce n'est pas un montant négligeable. Les dépenses liées à l'assainissement s'inscrivent toujours dans le cadre du PPI à 2,2 millions d'euros. Vous avez également les actions en faveur de la préservation et de la valorisation des espaces naturels et de la végétalisation. On a 1,8 million d'euros qui seront encore mobilisés en 2025 pour le pavillon de la biodiversité du musée, dont l'ouverture est prévue fin août 2025. Et vous avez des opérations d'envergure de requalification de l'espace public. C'est notamment le projet Serpenoise et le parking Coilin qui verront le jour en 2025. On continue sur les actions
en faveur de l'attractivité. Il y a plusieurs chantiers. D'abord au musée de la Cour d'Or qui sont prévus, l'aménagement de l'ancienne galerie d'histoire, le déplombage de l'aile des Trinitaires et les premiers diagnostics du grenier Chèvremont. Mais il y a également la rénovation et la modernisation de l'Opéra-Théâtre qui entrera, quant à elle, en phase travaux à compter de l'été prochain et qui mobilisera 2,2 millions d'euros. Toujours des actions en faveur de l'attractivité, mais dans des domaines différents. D'abord dans le cadre de l'opération de revitalisation du territoire, ORT. Un outil sera mis en place pour rénover et rendre accessibles des locaux commerciaux dans le cadre d'un partenariat avec la SAREM et l'EPF Grand Est. C'est quand même une avance de 3 millions d'euros qui sera versée à la SAREM en ce sens. Et en outre, en matière d'enseignement supérieur, le soutien à l'immobilier mobilisera 2,4 millions d'euros. En fait, l'Eurométropole a ainsi contractualisé sur l'ensemble des projets inscrits au CPER, dont le dernier dossier de construction de l'Institut La Salle sur le Technopole 2. Ce sont aussi 2 projets d'envergure qui seront soutenus en 2025, la rénovation du bâtiment des sciences humaines et sociales situé sur l'île du Saulcy, près de 600 000 euros, et le soutien à l'Institut en innovation logistique à 440 000 euros. Et sans oublier, bien sûr, des actions qui seront portées par les budgets annexes, et ça me permet de vous en parler de ces fameux budgets annexes. Le premier des budgets annexes qui nous occupe et qui est d'une importance grande, c'est le budget annexe transport public. Alors il s'établit en augmentation de 4,76% en section d'exploitation et plus de 62% en investissement, traduisant là encore la phase opérationnelle des projets phares du mandat en matière de transport. Il y aura besoin d'un emprunt d'équilibre d'un peu plus de 18 millions d'euros qui est inscrit afin de financer les investissements prévus. Et comme vous le voyez sur la diapositive, il n'est pas prévu, encore une fois cette année, de subvention du budget principal au budget annexe. Nous avions toujours dans le budget annexe transport public quand même 2 points particulièrement importants qu'il convient de souligner. Donc la création de la 3e ligne de bus à haut niveau de service avec plus de 14 millions d'euros et le projet de vélo libre service qui vise à mettre en place une offre complémentaire avec des locations de courte durée qui bénéficie de crédits d'investissement et de fonctionnement de plus de 2 millions d'euros comme vous pouvez le constater. J'en viens au budget annexe archéologie préventive. Pour simplifier, la subvention du budget principal qui va vers ce budget annexe archéologie préventive sera moindre du fait des recettes de fouilles attendues en 2025 et de l'effet d'augmentation des tarifs, ce qui est une bonne nouvelle en tout cas dans le cadre de ce budget par ailleurs. Nous avons également le budget annexe zone en régie qui est en légère baisse du fait en fait du montant important des cessions qui devraient être réalisées en 2025, c'est-à-dire près de 3 millions d'euros. Je crois qu'il faut avancer. Non, vous n'avez plus rien? Bon, ben, c'est pas grave. C'est pas de souci. Je voyais encore les budgets. Moi, j'aime bien les métis, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, alors, sur le budget annexe zone en régie, donc les cessions attendues à près de 3 millions d'euros, ce qui est intéressant. Alors, l'avance principale prévue pour 2025 reste contenue puisqu'elle ne sera que de 838 000 euros. Pour le budget des annexes des zones en régie, c'est plutôt le plateau de Frascati qui mobilise évidemment l'essentiel des dépenses et recettes portées par ce budget annexe. Et donc sur le site, on peut citer les cessions prévues concernant la pointe sud de la ZAC avec des ventes aux sociétés Frigo-Est et Argan. Voilà ce que je pouvais dire sur l'ensemble des différents budgets donc, et puis les 6 motions. Je voudrais juste remercier l'ensemble des services financiers, ressources de la métropole qui, ça fait plus de 10 ans que je suis vice-président en charge de ces compétences-là. Et il faut quand même avouer que c'est bien la première année, en tout cas sur ces plus de 10 ans, qu'on a été dans un environnement
environnement politique, économique particulièrement trouble, difficile, qui n'est pas encore fini. Et je voudrais quand même remercier les services parce qu'ils ont été d'une adaptabilité et d'une pertinence importante, ce qui n'était pas évident, et vous le savez encore, compte tenu de l'actualité. Ça, c'est pour les services en général, et ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied, et je voulais quand même le dire. C'est quelquefois convenu de le dire, mais alors cette année, c'était particulièrement important. Et enfin, permettez-moi, Mélanie, de vous citer Mélanie Marchal. Je voudrais quand même qu'on l'applaudisse parce que, d'abord, si elle a cliqué, et c'est son dernier conseil métropolitain. Et merci de je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse parce que c'est une collaboratrice d'excellence. Alors, sans trahir trop les secrets, elle ne change pas de collectivité locale, elle déploie ses ailes dans un autre domaine d'activité, dans un autre département, mais je voulais quand même saluer l'ensemble de son travail, et à travers elle, bien sûr, Sylvie Goustio, sa responsable. C'est vraiment des collaboratrices, et j'englobe tout le service, vraiment exceptionnel. Merci. Et sachez, Mélanie, que si finalement vous ne voulez plus revenir, vous avez le droit, ça sera avec plaisir qu'on vous retrouvera à la métropole. Merci, chers collègues. Ah oui. Voilà. Alors, monsieur le Président, donc ma présentation est finie. Oui, m'associe à l'hommage que vous avez rendu à notre directrice des Finances, dont j'exprime à nouveau le regret qu'elle nous quitte. Voilà, donc effectivement, on ne peut pas lui en vouloir. Elle rêve d'une toute autre aventure professionnelle. Et je m'associe à tous les compliments qui ont été faits à la directrice et à l'ensemble des services pour avoir essayé de monter effectivement le budget dans d'un tel contexte instable, puisque ce qui d'ailleurs, je vais dire, nous amènera peut-être à un budget supplémentaire dont aujourd'hui on ne sait pas du tout quelle forme il pourra prendre, parce que, hélas, voilà, l'horizon ne s'est pas encore complètement dissipé. Je ne sais pas d'ailleurs s'il dissipera au budget supplémentaire, mais nous devrons toujours faire preuve d'une immense adaptabilité dans le contexte politique et donc budgétaire actuel. Alors, j'ouvre le débat. Alors, attendez, je vais noter, en fait, je suis à la lumière et vous êtes dans l'obscurité, je suis désolé, mais alors, on a Monsieur Marchetti, Madame Boinson, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Bon, mais s'il n'y en a pas d'autres, Monsieur Marchetti. S'il vous plaît, seul Monsieur Marchetti a la parole. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Merci Monsieur le Vice-président pour cette présentation. Et je m'associe évidemment à tous vos remerciements et puis à tous vos vœux de réussite pour Madame la Directrice des Finances pour la suite. Alors, dans le contexte national de réduction des dépenses publiques et de contraintes sur les collectivités locales que nous connaissons, il nous avait été dit en débat d'orientation budgétaire que nous verrions les mesures d'économie précises lors du budget primitif. De ce point de vue, il me semble que nous ne sommes guère avancés avec ce document qui nous indique seulement que plus de 3 millions d'euros d'ajustement à la baisse des dépenses ont été réalisés par rapport aux premières hypothèses de construction du budget 2025. Pourriez-vous donc premièrement nous indiquer précisément ce que recouvrent ces 3 millions d'euros d'économie? Deuxièmement, plusieurs points nous interrogent sur le flou de votre stratégie en matière de mobilité. Nous avons noté une nouvelle ligne de crédit de 11 millions d'euros sur le budget annexe des transports pour la location de 30 bus dits mild hybrides, c'est-à-dire des hybrides légers, par un contrat qui s'est matérialisé par un contrat signé fin 2024 avec l'UGAP. À ma connaissance, l'acquisition de bus mild hybrides n'aurait pas pu être faite un mois plus tard, puisque désormais, depuis le 1er janvier, tous les nouveaux véhicules doivent être à faible émission, ce que ne sont pas ces bus.
puisqu'un bus mild hybride n'émet globalement, même si je reconnais évidemment que c'est toujours ça de prix, que 15 à 20% de moins qu'un bus 100% diesel. Et je note aussi qu'un an auparavant, vous avez également signé un contrat de 10 bus, eux 100% diesel. Nous sommes donc tout de même extrêmement surpris que cette obligation du 1er janvier 2025 de 100% de renouvellement par des véhicules à faible émission n'ait pas été davantage anticipée, ce qui nous aurait évité de recourir en urgence à ces bus carbonés. L'explication en est que votre stratégie en matière de conversion de la flotte, je l'ai déjà dit, est trop imprécise, trop floue, dans un contexte où la technologie que vous avez privilégiée, l'hydrogène, reste peu mature et incertaine. J'en veux pour preuve l'annulation de la commande de 6 bus 12 mètres hydrogène après le placement en redressement judiciaire du groupe Safra. Nous persistons donc à penser que le choix de l'électrique dès le départ était sans doute plus sûr, plus mature et moins risqué, et qu'il nous aurait permis d'arriver plus sereinement à cette échéance du 1er janvier 2025, qui est connue depuis 2021 et la loi climat, quitte à envisager l'hydrogène dans un second temps. Et ces 11 millions d'euros de location de bus fortement émetteurs n'auraient sans doute pas été nécessaires. Deuxièmement, s'agissant du vélo, nous avons également appris dans la presse le report du projet Vadrino, dont la mise en service est désormais prévue au mieux pour fin 2026. Je me permets de rappeler le calendrier fixé au plan de déplacement urbain de février 2020. La livraison de la passerelle était alors prévue pour 2021. Nous aurons plus de 5 ans de retard, de révision du projet, de réaménagement. Nous rappelons aussi que cette passerelle représente à elle seule la moitié du budget investissement du plan vélo et du PPI 2021-2026 en la matière. Si on ne la fait pas, ou si elle est reportée une énième fois au calende, nous ne serons plus du tout aux 15 € par habitant qui est le minimum requis. Monsieur le Président, je profite de ce point pour évoquer la question du stationnement vélo sécurisé à la gare de Metz. Obligation de 360 places au 1er janvier 2024. Vous ne m'aviez pas répondu en décembre et donc je vous informe que la SNCF, elle, m'a indiqué entre-temps qu'un espace de 260 places sécurisé a été trouvé. Là aussi, je suis extrêmement surpris que vous n'ayez pas été en mesure de me le dire lors du dernier débat en Conseil. Mais est-ce réellement une priorité pour vous ? Et je m'inscris en faux également sur votre refus de réaliser un plan piéton, pourtant prévu au PDU, puisqu'un plan guide des espaces publics n'a ni la même portée politique, ni le même périmètre géographique, ni même la même vocation technique. Un dernier point, Monsieur le Président, sur le soutien financier que vous apportez de manière très importante à l'enseignement supérieur privé. Après plus de 800 000 € de frais de viabilisation offerts à la Fondation de la Salle pour son implantation au Technopole, sur un terrain d'ailleurs pour l'instant non constructible, nous avons dans ce budget 1 million d'euros de subventions directes de notre métropole, plus 1 million d'euros de subventions de la région. Presque 3 millions d'euros au total donc sur ce projet. Je suis donc allé voir les comptes de cette fondation, manifestement dans le besoin. Au 31 décembre 2023, elle détenait 26 millions d'euros de valeur mobilière de placement. Comment utilisez-vous l'argent du contribuable, Monsieur le Président ? Tout le monde voit bien le phénomène massif actuellement de privatisation de pans entiers de l'éducation qui se déploie sous nos yeux, de la petite enfance à l'enseignement supérieur en passant par l'école primaire et secondaire. Je ne suis pas sûr que tout le monde en perçoive le risque. Dans notre société déjà fracturée, qui a déjà tant de mal à se parler, à faire communiquer les mondes entre eux, nous fabriquons des générations qui ne se côtoient plus à la crèche, plus à l'école et désormais plus à l'université. Pas étonnant qu'elles ne sachent plus se parler et se comprendre ensuite. Ce tsunami du privé dans l'enseignement supérieur devrait nous inciter à la vigilance quand les financements de l'apprentissage qui ont triplé en 3 ans vont diminuer dans le contexte budgétaire qu'on connaît. Cette bulle ne risque-t-elle pas d'exploser? Et à contrario, l'assèchement du financement public national sur l'enseignement supérieur et la recherche risque d'impacter directement des laboratoires messins qui auraient, eux, bien eu besoin d'une hausse de notre soutien. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Marchetti. Madame Voinson. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président, pour la présentation de ce budget. Le budget primitif de l'Eurométropole de Metz est présenté dans un contexte marqué par des incertitudes économiques et politiques. L'incertitude liée à l'absence de loi de finances début 2025 complexifie la gestion des finances publiques. Avec 132 millions d'euros d'investissement, soit 39% du budget total, l'Eurométropole fait le choix de soutenir un effort d'équipement exceptionnel. Vous affichez une volonté de maintenir un haut niveau d'investissement qui est compréhensible pour ne pas freiner le développement du territoire et malgré un contexte de forte incertitude économique et financière. Ce maintien peut donner l'impression d'un manque de rigueur budgétaire. Mais cet effort repose largement sur un emprunt d'équilibre de 52 millions d'euros, soit près de 40% du financement des investissements. Avec la nouvelle baisse des dotations de l'État et la baisse significative de la fraction de la TVA, l'Eurométropole pourrait être contrainte d'opérer à des coupes drastiques en cours d'année, mettant en péril certains engagements pris dans le PPI. Dans le budget 2025, aucun effort fiscal pour les habitants et les entreprises, mais jusqu'à quand ? Pas plus d'un manque d'anticipation des risques macroéconomiques comme l'impact de l'inflation et du coût des matières premières sur les travaux publics, l'énergie qui n'est pas clairement prise en compte, pas plus que la hausse des taux d'intérêt. La collectivité semble assumer que les conditions économiques resteront relativement stables en 2025, ce qui est une hypothèse optimiste. Quelques remarques sur le budget annexe transport public. Les travaux de la 3e ligne Métis vont impacter le plan transport et de nombreux usagers sont inquiets sur la dégradation du service en cette période. Pourquoi dépenser 11 millions d'euros de location de 30 bus hybrides dans l'attente de la livraison des bus à hydrogène? Est-ce un manque d'anticipation et de coordination? L'autofinancement baisse dangereusement de 3,6 millions d'euros à 1,9 million d'euros. Avec la réalisation de la ligne 3 du Métis et du coût des bus, il sera nécessaire, dans un avenir proche, de renflouer le budget transport par le budget général. Enfin, l'aménagement du pôle d'échange multimodal et la création du dépôt Munit à l'arrière de la gare, qui avait disparu, est une décision positive et indispensable pour les voyageurs, en espérant qu'ils ne soient pas rapidement saturés avec des complications pour les conducteurs de bus. Pour conclure, le budget primitif traduit une volonté d'accélération des investissements, mais comporte plusieurs fragilités, une épargne en baisse, un recours accru à l'endettement et des recettes incertaines. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Voinson. Je vais demander à Madame Agamemnon de répondre, Monsieur Marchetti, sur les mobilités. Oui, bonsoir à tous, chers collègues. Alors, à chaud, par rapport aux questions qui ont été posées par Monsieur Marchetti et Madame Voinson. Là, vous êtes en train de nous dire qu'on n'avait pas anticipé les besoins en termes de bus. On a présenté lors de toutes les commissions mobilité, pendant tous les conseils métropolitains, plusieurs fois. Et d'ailleurs, j'ai un certain nombre de personnes dans cette salle qui m'ont dit qu'à chaque fois, j'étais trop longue. Finalement, la stratégie qui était la nôtre en matière de transport public, avec à la fois une restructuration du réseau de transport, la mise en service de lignes à haut niveau de service, et en particulier la ligne Métis C et la ligne Métis A, qui permettra d'aller à Schumann et qu'on mettra en service avant septembre 2025. On a proposé une augmentation de l'ensemble des services urbains pour l'ensemble des communes de la métropole. Et je rappelle aussi qu'on a 2 communes supplémentaires qui ont joint la métropole depuis 2020. Ce qui veut dire avec tout ça qu'on n'est pas à un système ISO offre de services par rapport à 2020. On est à plus de 25% de l'offre de services par rapport à ce qui a été celle de début de mandat. Pour quelques exemples, en 2020, les lianes, eh bien, elles circulaient jusqu'à 20h30. Maintenant, les lianes circulent jusqu'à 1h moins le quart du matin les week-ends. Et à partir de septembre 2025, toutes les lianes pourront circuler jusqu'à cet horaire-là, donc de 5h30 à 1h moins le quart du matin. C'est quand même un progrès qui est énorme dans notre métropole.
À partir de 2025-2027, on aura une ligne Métis A qui permettra d'aller jusqu'à l'hôpital Schumann et donc qui permettra d'avoir une liaison automatique du centre-ville jusqu'à Stellantis et Schumann, qui sont quand même les deux principaux pourvoyeurs du versement mobilité, parce que ce sont les sociétés qui payent le plus de versement mobilité. Je rappelle aussi qu'on a mis une offre de service pour Amazon, qui est là pour le coup le premier contributeur au versement mobilité. Toutes les communes de la métropole ont eu des offres augmentées. On a fait énormément de réunions de concertation avec l'ensemble des maires. On a lancé aussi une enquête sur le renouvellement du réseau de transport avec une restructuration complète du réseau de transport. Plus de 2000 personnes ont répondu. Tous les grands employeurs de la ville et de la métropole, ville de Metz et métropole Messine, ont répondu. Ce qui veut dire que aussi, eh bien, on a travaillé sur cette offre. Et cette offre, pour être en réponse aux adéquations et aux ambitions de l'ensemble à la fois des communes et aux aspirations des habitants, eh bien, nécessite d'avoir des bus supplémentaires. Donc, ce n'est pas un manque d'anticipation, c'est au contraire une volonté de répondre aux besoins de nos concitoyens et aux besoins économiques de notre territoire. Alors, avec tout ça, effectivement, on avait prévu 17 bus pour faire le Métis C, qu'on pensait avoir en Métis hydrogène. Pas de chance, Vannoul a fait faillite, donc on a proposé des solutions alternatives. On a proposé l'achat de 18 mètres à hydrogène. Et en même temps, le niveau de service sera amélioré puisqu'au lieu d'avoir un bus tous les 10 minutes, on aura dorénavant, et c'est comme ça que c'est prévu à la mise en service du Métis C, un bus tous les 8 minutes. Donc on va dire qu'on va améliorer le service, même si on a des bus trop petits. Et pour répondre à l'ensemble des ambitions de la métropole, eh bien, on a été obligé de proposer cette offre de LOA sur un certain nombre de bus. Alors, ce sont des Euro 6. Comme me disait mon collègue Philippe Glaser à l'oreille, eh bien, les Euro 6 permettent de baisser drastiquement aussi les émissions de gaz polluants. Et donc, c'est quand même mieux que de louer des vieux bus comme on pourrait le faire dans d'autres réseaux. C'est seulement pour répondre à une demande. Donc, je ne pense pas que ce soit un manque d'anticipation. C'est au contraire parce qu'on veut aller beaucoup plus vite que l'offre qui était proposée antérieurement. On veut vraiment que notre métropole soit une métropole moderne en matière de transport et c'est pour ça qu'on a proposé l'ensemble de ces évolutions. On aura aussi une offre complémentaire très conséquente à partir de septembre 2025 avec le renouvellement de notre DSP et on aura aussi des offres qui sont intéressantes de commune à commune, des liaisons transversales périphériques et on aura aussi un moyen d'aller sur notre réseau de façon plus simple avec une billettique qui sera renouvelée et notamment la billettique via carte bleue, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment aller et anticiper une modernisation très nette du réseau. Si vous le permettez, Monsieur le Président, je voudrais aussi répondre sur deux autres sujets qui ont été évoqués. Je prends mes notes parce qu'il y a eu tellement de questions que je ne me souviens plus des questions. C'est sur le PEM. On n'a pas oublié le PEM, le pôle d'échange multimodal et notamment les parkings dépose minutes qui avaient été prévus. On a travaillé dessus dans le cadre du projet MEM 2030, Metz Urban Mobility 2030. Et on va arriver justement à la mise en service de ce parking de dépose minutes au niveau de la maison de la métropole. Alors pourquoi on a mis du temps? Eh bien tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de bus pour pouvoir mettre en service l'ensemble de la restructuration du réseau de transport qu'on aurait aimé mettre en service en septembre 2024. Il nous manquait des bus pour répondre à l'ensemble de nos ambitions. Je rappelle que pour faire ce dépose minute, on avait fait le choix d'avoir tous les bus urbains à l'avant côté place Général de Gaulle et tous les bus interurbains à l'arrière, donc côté maison de la métropole. Et pour permettre la réalisation de pôle d'échange, il fallait de la place. Et ça voulait dire aussi qu'on a arrêté d'avoir tous les bus qui arrivaient à la gare. Et c'est ce qu'on a vu avec un ensemble de collectivités. Par exemple, la Max, mon collègue maire de la Max rappelle que maintenant, ces administrés descendent Square du Luxembourg et plus
et plus au centre-ville de Metz comme avant, mais c'est aussi pour libérer de la place au niveau de la gare et permettre la réalisation de ce pôle d'échange multimodal. Et enfin, sur la passerelle Vadrino, effectivement, il y a du retard, mais il y a du retard parce qu'on avait aussi un très beau projet qui a été dessiné par Alain Spielmann, qui est un grand architecte en matière d'ouvrage d'art, un très très beau projet, sauf qu'effectivement il était extrêmement complexe avec des pièces sur mesure, et à l'appel d'offres il est sorti à 2 millions de plus que l'estimation. Vous comprendrez qu'on ne pouvait pas donner suite à des prix comme ceux-là. Et donc, avec mes collègues, notamment, je vois Henri Asser, maire du Ban-Saint-Martin, on a retravaillé avec les équipes techniques, le bureau d'architectes. Et là, on sera en mesure de vous proposer un projet qui est plus simple techniquement en termes de mise en œuvre, donc qui devrait être moins cher en termes de montage notamment, et qui gardera cet aspect architectural qui était très attendu et qui permettra la liaison donc entre Ban-Saint-Martin et le centre-ville de Metz via le site du Soulcy. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame Gamenon. Et je rajouterai d'ailleurs sur la passerelle Vadrino que le deuxième retard s'ajoute à un premier, mais qui était nécessaire. C'était une erreur de conception dès le départ et un manque d'ambition. Parce qu'il fallait, pour que ça fonctionne, enjamber à la fois le canal et la Moselle. Et que le premier projet n'enjambait que l'un des deux. Et faisait un parcours biscornu et très insécure qui n'aurait jamais fonctionné. Voilà. Et heureusement que nous l'avons repris, parce qu'on aurait certainement moins investi, mais on aurait certainement investi pour rien. Donc je ne regrette pas du tout le temps qui a été pris pour bien faire les choses. Puis vous savez, je viens d'inaugurer un centre social à Borny qui n'avait que 15 ans de retard. Donc parfois, il faut prendre le temps. Voilà. Mais nous n'avons pas changé l'ordre des priorités comme sur le centre social de Borny. Je vais laisser Thierry Horry répondre. Oui, sur la question précise, sur les à peu près de 3 millions, un peu plus de 3 millions d'euros d'économie. Alors, il y a 3 gros postes. Je ne vais pas être exhaustif sur tous ces postes, mais au moins les 3 chiffres. D'abord, il y a près de 800 000 euros de décalage de crédit de paiement. Il y a 1,4 million d'interventions diverses, subventions, etc., qui ont été rabotées, etc., et qui permettent d'atteindre ces 1,4 million. Et surtout, il y a 1 million d'euros d'économiser sur la masse salariale avec soit des reports d'embauche, soit des non-remplacements de départ en retraite. Voilà un peu plus de 3 millions d'euros d'économie. Voilà, Monsieur le Président. Voilà, merci. Oui, on a largement répondu sur les transports et de façon très, très, très complète. Vous nous reprochez l'audace de l'hydrogène. Moi, je ne regrette pas. La transition écologique suppose de l'innovation. L'hydrogène a certainement un avantage écologique. L'hydrogène vert, c'est l'électrique sans les batteries. Et les batteries ne sont pas sans poser aussi des problèmes environnementaux. L'hydrogène est certainement la solution la plus écologique pour le transport lourd. Pas seulement pour les bus, demain le transport routier, le transport ferroviaire quand on n'a pas de caténaire, le transport fluvial et certainement le transport maritime. Le gain sur le transport maritime, si on remplaçait le fioul lourd par l'hydrogène, ce serait là un bénéfice extraordinaire pour la planète qui représenterait des centaines de fois les efforts que nous pouvons faire sur les véhicules particuliers. Voilà. Donc Audrey Ménon, disons que ce budget représente très bien en fait la politique de notre métropole qui à la fois est sur les enjeux du quotidien en temps réel, voilà, qui sont les sujets par exemple de la sécurité publique avec le CSU et la police métropolitaine, qui sont sur la politique du logement. Nous sommes aujourd'hui en crise du logement si nous n'accompagnons pas fortement à la fois le parc public et le parc privé
dans la rénovation thermique, eh bien, nous allons encore renforcer cette crise. Donc, nous avons nous inscrivons en même temps dans des stratégies de moyen et de long terme, c'est-à-dire que toutes nos politiques, même de réponse du quotidien, bien s'inscrivent à la fois dans la transition écologique et dans notre volonté de renforcer l'attractivité et de renforcer notamment l'enseignement supérieur et la recherche dans notre métropole, parce que ce sont les moteurs du développement, et ça je regrette que vous soyez incapables de le voir. Voilà. Donc vous êtes dans l'opposition très idéologique entre le public et le privé. Je le regrette très fortement. Ce n'est pas vrai que nous soutenons l'enseignement privé au détriment du public. C'est une contre-vérité. Nous soutenons les projets de l'université publique ou des grandes écoles publiques et nous souhaiterions juste pouvoir en soutenir davantage. Je vous rappelle qu'il y avait eu, il y a quelques années, une volonté de créer une école d'ingénieurs dans l'université publique et que ce projet a échoué. Et on le regrette, et on l'aurait soutenu. Aujourd'hui, un autre projet est né par l'initiative, d'ailleurs, de professeurs de l'université publique, mais de façon privée, parce que ce n'était pas possible dans le giron public. Voilà, et on s'en félicite. L'I2L, l'Institut d'ingénieurs de la logistique, eh bien, c'est la première école d'ingénieurs qui se crée à Metz depuis 30 ans. Et c'est un événement majeur, que d'ailleurs vous avez critiqué. Là aussi, vous nous avez reproché notre audace. Erreur nous aurions fait de soutenir avant que nous ayons achevé le processus de décision. Eh bien non, nous ne sommes pas timorés comme vous. Je veux dire, précisément, nous prenons des risques, et autrement on ne progresse jamais. Et je me félicite que mes prédécesseurs, eux, aient pris des risques. Et Jean-Marie Roche a sans cesse pris le risque du privé comme du public en allant chercher des grandes écoles publiques, vraiment pour développer notre enseignement supérieur. Je remarque d'ailleurs que sur le soutien au privé, la gauche messine est toujours contre quand elle est dans l'opposition, mais que fort heureusement, quand elle était dans la majorité, elle y était favorable. Voilà. Je me souviens des combats de Dominique Gros, conseiller d'opposition contre Georgia Tech, et avec Jospin d'ailleurs, qui cohabitait dans le même gouvernement à l'époque, Dominique Gros, que Jean-Marie Roche dans le gouvernement Rocard. Mais n'empêche, et j'en ai été très heureux, que Dominique Gros ou que notre camarade Krosner, dire quand il était vice-président en charge de l'enseignement supérieur ici sous la présidence de Jean-Luc Baule, était un soutien très actif à Georgia Tech Lorraine, devenue Georgia Tech Europe. Voilà. Quoi, heureusement que parfois même des gauches, quand ils sont en responsabilité, deviennent un peu plus responsables que votre discours totalement irresponsable. Georgia Tech Lorraine devient Georgia Tech Europe, est en train de doubler sa capacité en investissant 12 millions d'euros. Nous avons je vous rappelle les efforts que nous avons faits pour le Crous. Voilà. Et le Crous nous en remercie tous les jours. Et nous sommes la métropole du Grand Est aujourd'hui, la plus engagée dans le logement étudiant public. Je rappelle que nous mettons 1,5 million d'euros dans les projets immobiliers de l'Université de Lorraine. Et si l'Université de Lorraine en faisait davantage, nous l'accompagnerions davantage. Je rappelle que nous mettons 1,8 million d'euros dans l'Institut photonique de Centrale Supélec, qui est une école publique. Je rappelle que nous mettons 1,5 million d'euros sur l'ENSAM, qui est une grande école publique. Voilà. Donc vous plantez complètement et vous essayez d'opposer de façon totalement contraire aux faits le public et le privé, ce qui est un tort parce que les deux sont complémentaires, et en faisant croire que nous ne soutenons pas l'université publique. Moi, je me félicite de la création de l'I2L.
qui s'est fait d'ailleurs en parfaite intelligence avec l'Université de Lorraine. On ne peut que se féliciter de l'investissement du groupe de l'Institution de la Salle qui va créer à Metz un établissement d'enseignement supérieur bien au-delà des Bac plus 2 qu'il fait aujourd'hui pour pousser jusqu'au master, comme nous travaillons également sur le projet d'école vétérinaire, et qui sera privé parce qu'autrement nous n'en aurons pas. Et aujourd'hui, l'État est incapable de financer une nouvelle école vétérinaire dont la société française a besoin, parce qu'on est en pénurie de vétérinaires comme de médecins, et dont notre territoire, je veux dire, ne pourrait que s'enorgueillir, puisque ça renforcerait notre potentiel d'enseignement supérieur, en plus dans un domaine qui n'est nullement concurrentiel avec Nancy, Strasbourg ou Reims, puisque l'école vétérinaire la plus à l'est aujourd'hui, c'est Maisons-Alfort. Voilà, alors je regrette effectivement que vous ne perceviez pas ces enjeux. Je m'amuse d'ailleurs à chaque fois que je vous entends dire qu'on est le nez sur le guidon et qu'on n'a pas de stratégie à long terme. Non, on est capable de répondre au quotidien, aux besoins du quotidien de nos administrés, tout en menant des actions de stratégie de long terme pour la métropole, et ce budget en est une parfaite illustration. Alors, sur ce poste de proposer au vote au pluriel, je crois, on a 6 motions. Il y a les 6 motions. Alors, sur la première motion, donc budget primitif, qui vote contre. Alors, donc groupe uni, attendez. Alors, tout le groupe uni et RN, qui s'abstient. Je vous remercie. Alors, la motion de les autorisations de programme et crédits de paiement, autorisations d'engagement et crédits de paiement, inscription à échéancier, donc qui vote contre, même vote, qui s'abstient, même vote. Sur la motion 3, fixation du taux de la TOM, qui vote contre. Bah, vous êtes contre qu'on ne l'augmente pas. Bon, voilà. Donc, qui vote contre, qui s'abstient. Bon, je note que vous êtes contre qu'on augmente. C'est ça. Bon, voilà. Bon, ça. OK. Motion numéro 4, fixation du taux de fiscalité de direct local pour 2025 que nous n'augmentons pas. Qui vote contre? C'est vous? Ils sont contre aussi. Voilà, je vous remercie. Qui s'abstient? Personne. OK. Motion numéro 5, fixation du produit de la GEMAPI. Qui vote contre? Qui s'abstient? Bon, merci. Bon. Et la 6, règlement budgétaire et financier, qui vote contre? La personne? Qui s'abstient? Personne? Bon, alors là, unanimité pour le règlement. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Et nous passons au point numéro 5, l'attribution de compensation prévisionnelle pour 2025. Toujours Thierry Horry. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, chaque année, le Conseil doit communiquer aux communes membres avant le 15 février le montant prévisionnel des AC des reversements. Comme il n'y a eu aucun transfert de compétences, qu'il n'y en a aucun transfert de compétences envisagé en 2025 entre la métropole et des communes membres, il est proposé de reconduire le montant définitif fixé en 2024 au titre des attributions de compensation pour toutes les communes, avec la prise en compte de la quote-part 2024 des charges d'état civil avant la mise à jour qui interviendra en 2025. Et s'agissant de l'ajustement de la facture prévisionnelle des services mutualisés pour la ville de Metz, il est proposé d'impacter une estimation de la facture 2025 qui sera actualisée au moment du vote des AC définitives en fin d'année et en intégrant les nouvelles créations de services communs, juridiques, assurance et urbanisme, et la motion est en conséquence. Merci Thierry Horry. Personne ne demande la parole. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Passons maintenant au point numéro 6, l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale. Donc, Madame Marilyn Weber. Ne déstabilisez pas l'oratrice.
Monsieur le Président, chers collègues, on va démarrer le point par une petite vidéo. Le RLPI, c'est quoi? Que l'on habite à la campagne ou en ville, la publicité est partout autour de nous. Parfois critiquée, elle s'avère tout de même utile. C'est une question d'équilibre. Format, emplacement, nombre, type de support. Il existe des règles qui encadrent la publicité dite extérieure, celle qu'on voit dans nos rues. Metz Métropole a fait le choix d'aller plus loin et d'élaborer un règlement local de publicité intercommunale, RLPI, en collaboration avec ses 44 communes. Ce règlement n'intervient pas sur le contenu des messages publicitaires. Il fixe des règles locales qui protègent le cadre de vie, davantage encore que les règles nationales. Le RLPI, pourquoi et pour qui? La publicité, ce sont tous les messages faits pour attirer notre attention et parfois nous faire craquer. Par exemple, pour un dernier modèle de voiture à découvrir en concession, le meilleur restaurant du coin ou une super affaire sur un lave-vaisselle. Les préenseignes, ce sont tous ces panneaux, souvent de petite taille, qui indiquent la direction des commerces, hôtels, restaurants, des services. Les enseignes, ce sont les indications sur le commerce en lui-même qui permettent de l'identifier et de savoir où l'on met les pieds. En élaborant son RLPI, la métropole poursuit plusieurs objectifs. Harmoniser la réglementation sur son territoire, préserver les paysages et valoriser son patrimoine, qu'il soit naturel, à l'image du Mont-Saint-Quentin ou de la Moselle, ou bâti comme la cathédrale. Favoriser l'économie locale en rendant plus attractifs ses commerces et ses zones d'activité. Élus, commerçants, professionnels de la publicité, associations et habitants sont invités à participer à l'élaboration du RLPI depuis son lancement en 2021. Des registres de concertation sont disponibles dans toutes les mairies ainsi qu'à la maison de la métropole. Alors, juste petite précision, dans la vidéo donc, qui est sur le site internet de la métropole, donc à disposition du public, on parle de 44 communes, on est à 45 aujourd'hui, la vidéo a été faite avant l'adhésion de Roncourt, donc c'est bien pour 45 communes que le RLPI aujourd'hui est effectif. Donc le projet du RLPI, c'est le fruit d'une démarche d'élaboration partagée, inspirée par les caractéristiques paysagères du territoire métropolitain, ainsi que par la volonté des élus d'harmoniser la réglementation, donc comme ça vous l'a été dit, tout en tenant compte des spécificités locales pour tendre vers un équilibre entre la protection du cadre de vie et l'attractivité commerciale. Le projet a l'ambition de réduire de manière significative les dispositifs présentant un impact fort sur les paysages urbains, la vie des habitants, mais aussi sur la biodiversité. La version finalisée qui vous est proposée à l'approbation aujourd'hui est le résultat d'un compromis entre les différentes attentes exprimées par les maires des communes concernées, les associations de protection de l'environnement, les habitants et les acteurs économiques. Donc vous retrouvez dans le slide qui est à l'écran tout le processus qui a concerné le RLPI depuis son approbation le 28 septembre, son élaboration, décision d'élaboration le 28 septembre 2020. Donc le 3 juin 2024 avec le bilan de la concertation et l'arrêt du projet en Conseil métropolitain. D'octobre à novembre 2024, l'enquête publique qui s'est déroulée. Donc avec un commissaire enquêteur qui a été vraiment très à l'écoute de la maîtrise d'ouvrage et des administrés. Les échanges ont été très constructifs tout au long de la phase d'enquête et il a encore remercié les équipes dernièrement pour les échanges qui ont pu vraiment avoir lieu. En décembre 2024, donc, le commissaire enquêteur a remis son rapport avec les conclusions et le 16 janvier 2025, le projet donc remanié a été présenté à la conférence intercommunale en urbanisme au maire. Et donc aujourd'hui, nous sommes après la commission urbanisme qui a eu lieu le 22 janvier et une présentation en bureau donc au Conseil métropolitain pour l'approbation de ce nouveau projet qui permettra donc la mise à jour du PLUI avec l'intégration du RLPI au premier trimestre 2025.
Le travail qui s'est effectué a été effectué selon 3 enjeux communs aux dispositifs publicitaires et aux enseignes: limiter leur impact paysager, rechercher une harmonisation et une meilleure intégration architecturale, prévenir les nuisances inhérentes à la pollution lumineuse notamment. Les orientations qui sont développées et illustrées dans le 2e tome du rapport de présentation, donc c'était l'annexe 1 qui vous a été proposée avec la délibération, et elles ont fait donc l'objet d'un débat au sein du Conseil métropolitain le 4 avril 2022. Un petit rappel sur les différentes zones, parce que c'est toujours assez compliqué, donc je voulais refaire un petit rappel sur les zones de publicité et préenseigne, donc zone P. Donc vous retrouvez, il y en a 5 qui vont donc avec une gradation des règles plus strictes jusqu'à des règles plus souples, de la 1 à la 5, sachant que la 4 est subdivisée en 2 parties et la 5 en 3 autres parties. Donc, bon, vous les voyez à l'écran, hein, c'est les secteurs patrimoniaux qui sont en zone 1 pour arriver jusqu'aux zones économiques de plus grande envergure, donc en zone 5, et qui permettent plus de possibilités en matière de publicité. En zone 1, aucune publicité admise. En zone P2, cadre très strict. En zone P3, des règles qui visent à un équilibre entre le droit d'affichage et la tranquillité des riverains. Et puis la protection du cadre de vie qui reste toujours de mise, bien sûr. En ZP4, un format un peu plus grand qui est autorisé notamment. Et en ZP5, plus de souplesse sur tous les types de dispositifs, sachant qu'il y a quand même le numérique qui est autorisé, qui a été limité à un format à 4 mètres carrés. On retrouve la même configuration pour les zones enseignes, donc ZE, avec là uniquement 3 zones, mais qui reprennent la même gradation. La zone d'enseigne 1 regroupe la zone P1 et P2 qu'on a vu tout à l'heure, donc patrimoniale et puis un peu plus souple. Et la zone 2, donc les secteurs d'activité mixte, là où tout type d'enseigne est autorisé, mais dans un format et un nombre qui a pour objectif de contenir l'impact sur le paysage, toujours pareil, et la zone 3, donc les zones d'activité plus souples, mais qui restreignent tout de même la réglementation nationale de manière sensible, parce que c'est un des objectifs du RLPI, bien entendu, c'est être plus restrictif que les règles nationales pour répondre aux exigences de notre territoire. Donc sur l'enquête publique plus particulièrement, donc, comme vous le voyez, 37 contributions déposées durant l'enquête et principalement sur le registre dématérialisé. Parmi elles, de nombreuses demandes et observations des 2 syndicats professionnels de la publicité extérieure et de 2 associations de protection de l'environnement agréées. Les autres observations émanent a priori de particuliers. Par contre, il y a eu beaucoup de téléchargements, donc ça montre aussi qu'il y a eu un intérêt quand même pour le sujet, puisqu'on a 801 téléchargements et 2142 contributions. Toutes les contributions ont été analysées et des réponses ont été apportées à l'ensemble des observations formulées. C'est ce que vous retrouvez donc, dans le mémoire qui constitue l'annexe 4 qui était joint à la présente délibération. Parmi donc, les sujets abordés par les contributeurs, par ordre d'importance, la pollution lumineuse et les dispositifs numériques. Ensuite, des points concernant la composition du dossier, le zonage, le format des dispositifs, les règles de densité, les interdictions, les secteurs protégés et l'acceptabilité économique du projet. À noter que de manière globale, un effort des afficheurs et des commerçants est attendu à travers le RLPI, sur la lutte contre la pollution lumineuse. Je vous rappelle que la plage d'extinction nocturne de l'ensemble des dispositifs a été élargie de 21h à 7h au lieu des 1h à 6h prévues sur le plan national. Les attentes sont parfois antagonistes et c'est toute la difficulté, et notamment sur tous les dispositifs lumineux et en particulier numériques. Cette question ayant fortement mobilisé les professionnels de l'affichage, mais aussi les associations ou les habitants qui se sont exprimés sur les choix réglementaires et dont les conclusions ne sont pas forcément les mêmes. Par contre, la conclusion générale du commissaire enquêteur, les avantages du projet l'emportent sur les inconvénients.
l'intérêt général primant sur les effets mécaniques inévitables sur l'activité des professionnels de l'affichage. Donc, bien entendu, un avis favorable nous a été donné sur ce projet, avec notamment 3 recommandations. Donc, sans rentrer dans le détail de ces 3 recommandations, l'une concernait un assouplissement d'une zone, la deuxième concernait plutôt une restriction de la zone et une troisième concernait une dimension d'un dispositif, d'une surface. Sachez donc qu'aucune de ces recommandations n'a été traduite dans le projet, puisque, bien sûr, il y a eu des arguments donnés qui étaient déjà en place dans le projet initial pour prouver que ces décisions étaient bienvenues telles qu'elles avaient été dès le départ. Donc, en fait, vous retrouvez dans l'annexe 2 ces 3 recommandations détaillées, avec donc le fait qu'elle n'ait pas été traduite dans le projet définitif. Juste petite précision, dans l'annexe 2, vous avez sur la dernière page, la page 7, les derniers mots, la recommandation n'est pas traduite dans le projet, qui est barré. En fait, ça n'est pas barré, c'est le trait qui permettait de souligner qui s'est déplacé. Donc je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les impressions, mais en tous les cas, pour la mienne, c'était barré. Donc ça n'est pas le cas, c'est souligné pour bien mettre en évidence ces points. L'élaboration, donc les 16 points ont été toutefois modifiés, répartis dans différentes pièces du dossier, donc vous les voyez là, hein. Il s'agissait d'intégrer de nouvelles données, de corriger des erreurs matérielles, de préciser certaines notions, faciliter l'application de la règle, harmoniser le zonage, répondre aux attentes de l'ABF et mettre en cohérence la règle et sa justification. Vous avez, sur ces 16 modifications, vous avez 3 modifications dans le plan de zonage, qu'on va voir un peu plus loin, 12 dans le règlement écrit, que vous retrouvez dans l'annexe 2, et une pour le diagnostic, ça concernait notamment le nombre de monuments historiques. Voilà, et donc tous ces éléments figurent dans l'annexe 2. Donc on va voir les modifications qui ont été apportées sur le zonage. L'une concerne le château de Mercy, où la demande de l'UDAP était de renforcer les règles par rapport au château de Mercy. Donc c'est une observation qui a été retenue et le château de Mercy est passé donc d'une zone de secteur d'activité économique, puisqu'elle s'insère dans tout le site, à une zone d'enseigne, secteur d'intérêt patrimonial ou naturel. Donc c'est pour ça que vous voyez sur le plan au-dessous une zone qui définit le château de Mercy de façon plus restrictive en matière de publicité. Ensuite, les Amis de la Terre ont demandé à ce que soit reclassée l'avenue Jean 23 en zone NP2, qui correspond à des secteurs patrimoniaux, alors qu'elle était classée initialement en zone publicitaire 4, et ça venait en rupture avec les zonages immédiatement voisins. Donc, en fait, ça a été aussi accepté. Donc, vous voyez aussi la suppression de l'axe structurant tel qu'il était au départ. Et ensuite, une observation du commissaire enquêteur, et là aussi ça concerne un axe structurant, à Lory-les-Messes, qui a été reclassé de ZP4A en ZP4B pour tenir compte de la rupture de continuité bâtie entre les deux agglomérations, Metz et Lory-les-Messes. Voilà, donc vous avez eu tous ces éléments, l'annexe 1 qui concerne les pièces constituant tout le dossier RLPI, en annexe 2 dont toutes les modifications qui ont été apportées, en annexe 3 le rapport et les conclusions avec l'avis du commissaire enquêteur, en annexe 4 le mémoire en réponse de Metz Métropole à toutes les observations qui ont été faites, et en annexe 5 le compte-rendu des échanges en CIMU du 16 janvier. Donc, à savoir que la CIMU a validé le projet, ainsi que la commission d'urbanisme. Et donc, je vous rappelle qu'il vous est demandé d'approuver le règlement local de publicité intercommunale RLPI, donc de Metz Métropole, tel qu'annexé à la présente délibération. Il est précisé que l'affichage de la délibération au siège de Metz Métropole et dans les mairies des 45 communes concernées durant 1 mois donc, devra être effectué, ainsi que la mention dans un journal local.
Et ensuite, ça c'est les formalités obligatoires. Et ensuite, le RLPI entrera en vigueur à compter de l'accomplissement de la dernière mesure de publicité, ce qui nous amène à peu près au 10 février. Voilà, j'en ai terminé. Merci, Madame Weber. Qui demande la parole? Monsieur Marchetti. C'est seulement Monsieur Marchetti. Donc allez-y, Monsieur Marchetti. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier vivement les équipes et Madame la conseillère déléguée Marine Weber pour la conduite de ce vaste projet de règlement. Il suffit en effet de parcourir les documents et les annexes qui nous ont été envoyés pour ce Conseil métropolitain pour constater l'extrême complexité de ce dossier. On en a eu un aperçu avec cet exposé. Complexité des zonages de publicité, d'enseignes, des typologies de panneaux, etc. Tout cela étant de plus impacté, comme tout le reste, par les nouvelles technologies qu'incarnent par exemple les panneaux numériques. Je veux aussi saluer le travail du CODEV qui a rédigé un avis et largement contribué à la concertation, mais aussi le travail de l'association Paysages de France dont la contribution extrêmement bien faite permet aussi de voir rapidement où l'on se situe. Mais avant tout, je veux tout simplement rappeler d'où l'on part. À ce jour, sur notre territoire, la moitié des enseignes, donc plus de 2000, et la majorité des publicités ne respectent tout simplement pas le code de l'environnement. Donc avant même de parler des évolutions, cela interpelle sur l'existant. Comment se fait-il qu'on relève un tel ratio d'irrégularité? Cela m'interroge aussi sur la réalité de l'exercice du pouvoir de police de la publicité, qui est un point fondamental, comme il l'est par exemple également en matière de contrôle de l'éclairage nocturne des commerces. Nous recrutons 2 personnes pour cela, si j'ai bien compris, et je me demande sincèrement si cela sera suffisant pour couvrir toutes les communes et sans doute plus de 5000 dispositifs dans l'ensemble. Sans compter que souvent, ce n'est pas la connaissance des irrégularités qui fait défaut, mais plutôt la volonté réelle de les faire cesser. Cela étant dit, dans le règlement qui nous est soumis, je tiens particulièrement à saluer l'extinction des publicités entre 21h et 7h. C'est un point essentiel et en même temps, comme le dit un des documents, force est de constater le faible intérêt de maintenir les enseignes lumineuses des activités en dehors des horaires d'ouverture. Et pourtant, c'est ce qui se fait très souvent. Je note toutefois que les publicités sur abribus ne seront pas concernées par cette extinction. J'aimerais donc savoir pourquoi, parce que je n'en vois pas la raison. De même que je salue très vivement l'interdiction de la publicité numérique sur tout le territoire, hormis dans les zones d'activité. J'aurais toutefois là aussi préféré qu'il s'agisse d'une interdiction intégrale, parce que je crois que le numérique a déjà suffisamment de place dans nos poches pour qu'on l'autorise en plus dans l'espace public. Nous considérons donc que ce RLPI est en vérité un premier pas, mais que c'est un travail qui devra être poursuivi et renforcé. 2 exemples. Pourquoi ne pas avoir réduit la taille des grands panneaux de 10,5 m² à 4 m², comme cela se fait désormais à Grenoble ou à Lyon? Et surtout, sur la question des écrans numériques derrière les vitrines, il y a à mon sens des craintes à avoir. En l'état, ces publicités seront autorisées au régime de 2 dispositifs potentiellement vidéo par commerce. Je vous laisse imaginer ce que cela peut donner, par exemple, au centre-ville de Metz, si toutes les boutiques se mettent à installer 2 écrans vidéo. Je peux témoigner de cela rien que dans ma rue, en ville, où 2 boutiques ont désormais, depuis peu de temps, de véritables dispositifs vidéo qui accaparent véritablement l'attention des promeneurs. Peut-être qu'une possibilité aurait été déjà, comme à Lyon, de n'autoriser que des dispositifs fixes qui attiraient moins l'attention que des vidéos. J'insiste aussi sur ce point parce que ces grandes publicités vidéo sont directement visibles et à chaque passage par tous les promeneurs de la rue et notamment par de très jeunes enfants qui n'ont pas forcément le recul nécessaire sur des bandes annonces de films ou même vis-à-vis de publicités classiques. Là aussi, Lyon a réalisé
son RLPI en tenant compte des implantations d'écoles, et il me semble que c'est quelque chose que l'on devrait également creuser. Donc sur ce point des panneaux numériques derrière les vitrines, nous adressons une alerte très forte et nous vous demandons de renforcer le dispositif, potentiellement même en interdisant ces publicités derrière vitrine. Merci. Merci. Marilyn Oui, Weber, simplement dire, alors je ne sais pas si je serai capable de répondre à toutes les questions, donc on me note les éléments pour pouvoir vous répondre, parce qu'effectivement c'est très technique. On a quand même, sur les panneaux numériques dans les vitrines, on a diminué la superficie, on n'en accepte que 2 de 50 cm, donc ça a déjà été diminué par rapport à ce qui est autorisé sur le plan national. Sur les panneaux de 10 mètres carrés, ils sont restés à cette taille-là sur les axes structurants, mais par contre diminués dans les autres zones. Donc il y a aussi eu un effort de fait à ce niveau-là. Je ne crois pas me tromper, voilà. Et il y avait quoi d'autre? Oui, par rapport à la police, je laisserai le président répondre, mais simplement dire aussi qu'effectivement, c'est le début. Il y a un travail à continuer. On est quand même plus exigeant que les règles nationales, donc c'est déjà un pas. Effectivement, il va falloir pouvoir monter en puissance par rapport à tout ce qui est déjà illégal aujourd'hui. Il va falloir expliquer beaucoup, faire de la pédagogie, parce qu'on ne va pas arriver et verbaliser tout de suite. Donc il y a de la pédagogie à faire. Il y a aussi un temps de mise en conformité qui est prévu pour les enseignes et pour les préenseignes. Donc je crois que c'est 2 ans pour les préenseignes et 6 ans pour, voilà, et 6 ans pour les enseignes. Donc il va falloir aussi expliquer pendant ce temps-là et veiller bien entendu à ce que les choses se mettent en place progressivement. Le but étant qu'effectivement de protéger le cadre de vie, de permettre en même temps l'activité économique et de trouver une bonne articulation entre tout ça. Peut-être sur les arrêts de bus aussi, dire que tout ce qui est en matière de sécurité qui doit être visible, parce que les arrêts de bus, les bus, tant qu'ils sont en circuit, il faut que les arrêts de bus soient visibles. Donc en fait, tout ce qui est station-service, arrêt de bus, l'éclairage reste autorisé. Voilà, jusqu'à la fin de l'activité. Donc ça, c'est aussi un point à souligner. Voilà. Oui, effectivement, on éclaire les abribus quand le réseau fonctionne. Ça paraît assez logique, quoi. Donc effectivement, c'est pas connecté sur les autres horaires, mais c'est corrélé au fonctionnement. Je voudrais vous rappeler qu'on a déjà 2 agents chargés de ça à la ville de Metz, puisque c'est la ville de Metz qui fait sa police. Vous dites c'est peu, je pense que j'ai trouvé. Si c'est peu, c'est que ça n'a jamais été davantage. Et c'est ce que j'ai trouvé en arrivant à la mairie, que 2 plus 2, ça fait quand même 4 personnes, rien que pour ça à l'échelle de la métropole. Et vous contestez la création des emplois, par exemple de police, pour assurer la sécurité publique, mais quand il s'agit de réprimer les commerçants, pour vous, ils ne sont jamais trop nombreux. Donc il y a effectivement, on aura 2 postes à la ville et 2 postes à la métropole. On ne va pas en créer 15. Voilà, et autrement, on a des besoins plus évidents ailleurs. Quant au règlement lui-même, on arrive à un certain équilibre. Non, on ne va pas interdire on vous écouterait, je veux dire, on serait dans la pression de la publicité partout, alors il faudrait faire de telle sorte qu'on ne la voit pas. Effectivement, la publicité, elle est là tout de même pour être un peu vue. Et quant aux vidéos dans les vitrines, je vous assure, on ne m'a jamais signalé de vidéos que la morale réprouve. Si c'était le cas, nous interviendrions. Voilà. Sur ce, je vous invite à passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le groupe uni. Uniquement le groupe uni. Le groupe uni. Je vous remercie. Point numéro 7, l'élaboration du plan intercommunal de sauvegarde, et je donne la parole à monsieur Dominique Strebli. Et il n'y a pas de vote sur ce point, on se contente d'en prendre acte. Merci Président, chers collègues.
Par la loi du 25 novembre 2021, le législateur a précisé le rôle des EPCI dans le domaine de la gestion de crise. Le plan intercommunal de sauvegarde, qu'on appelle PIX, constitue désormais un outil d'aide au profit des maires et des communes faisant face à une situation de crise dans un esprit d'assistance mutuelle. Conformément au Code de sécurité intérieure, l'élaboration d'un PIX est obligatoire pour les EPCI dès lors qu'au moins une de ses communes membres est assujettie à l'obligation d'élaborer un plan communal de sauvegarde, PCS. Sur l'Eurométropole, 21 communes sont soumises à l'obligation d'avoir un PCS. Donc les PIX doivent être réalisés avant le 26 novembre 2026. Le PIX prépare la réponse pratique aux situations de crise et organise la mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes, la mutualisation des capacités communales, la continuité et le rétablissement des compétences ou équipements ou services d'intérêt communautaire. Alors, point important, mes chers collègues, l'élaboration du PIX n'exonère pas les communes de réaliser leur PCS. Voilà. C'est trop simple. Voilà. Donc les maires demeurent responsables des actions de sauvegarde et d'alerte de leur population. Ils restent directeurs des opérations. Et le pouvoir de police administrative lui incombe toujours. L'objectif de l'Eurométropole de Metz est de s'engager dans l'élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde qui servira de boîte à outils en appui des communes. Chaque commune sera ainsi rencontrée sur le premier semestre 2025. On fait déjà le tour, j'en ai déjà rencontré quelques-uns, et on a à peu près fait le tour de la moitié des communes. Voilà. Donc, conformément au Code de sécurité intérieure, la procédure d'élaboration et de révision des PIX est mise en œuvre par le président de l'EPCI, qui doit toujours informer le Conseil métropolitain des travaux d'élaboration du plan. Il appartient au président de l'Eurométropole et à chacun des maires des communes dotées d'un PCS d'arrêter le plan communal de sauvegarde. J'en ai terminé. Je vous remercie. Y a-t-il des demandes de parole? S'il n'y en a pas, nous en prenons acte. Merci, Monsieur Strebli. Le point 8, c'est la communication des délibérations prises par le bureau. Voilà. Et le point 9, la communication des décisions prises par l'exécutif. Eh bien, je vous remercie et je lève la séance. Bonne soirée à tous.